Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler scalabilité. Alors la scalabilité c'est un sujet qu'on adore chez Axopon, vous le savez, c'est un petit peu notre fil rouge, la performance, la capacité à monter en puissance, c'est des choses qu'on adore. Et aujourd'hui on a la chance d'accueillir Antoine Jouannet qui est CTO chez Citigo. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Et oui, j'ai essayé de pas me bûcher parce que c'est pas facile, qui est une start-up spécialisée dans le covoiturage sur des courtes distances. Alors, c'est une application qui est née il y a quelques années déjà, puisque ça remonte à 2014 et forcément, elle a évolué depuis. Et on va en discuter avec notre ami Antoine Jouannet. Alors, pour faire la transition, comme d'habitude, je vais attaquer par une question que j'affectionne tout particulièrement. Est-ce que Antoine, tu peux nous raconter ou nous expliquer ton premier projet informatique? Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour, et merci de m'inviter, pour ce podcast. Alors j'ai réfléchi à la question et j'aurais 2 réponses. Une réponse qui est pas vraiment un projet, mais plutôt les origines de mon intérêt pour ça. En fait, mon 1er entre guillemets «projet», c'est que j'avais acheté une TI-57, je sais pas si, ça dit quelque Oui, chose à qui que ce soit, calculatrice. mais une calculatrice avec 50 pas de programmation. Et j'avais codé un programme d'alunissage. Enfin, il fallait imaginer qu'on était en train d'alunir et il y avait une histoire de calcul de gravité, etc. Et voilà, donc je trouvais ça fascinant. J'étais adolescent. Après ça, j'ai eu beaucoup d'autres petits matériels, des Casio FX702P, Auric 1, Amstrad CPC, Atari ST. Juste pour dire que pour moi, c'était une évidence après de faire de l'informatique mon métier. Et ensuite, mon premier vrai projet professionnel notable, j'étais chez Capgemini et je devais piloter un panneau qui affichait en gros des chiffres. C'était lié au réveil automatique de la ville de Paris. Donc c'était dans un endroit assez improbable dans le Marais à Paris. Et j'avais programmé le pilotage de ce tableau à travers une interface série. Et je trouvais ça absolument fascinant, à partir d'un ordinateur, de pouvoir faire bouger des trucs en dehors, en fait, voilà, de pouvoir agir sur le monde extérieur. Et voilà, je dirais que ça, c'était sans doute mon premier projet informatique notable, Et professionnel. en tout cas, on a gardé un bon souvenir. Oui, tout à fait. Bah, oui, tout à fait. J'ai adoré ça. Et puis après, j'ai poursuivi. J'ai fait de très nombreux projets informatiques et j'adore toujours ça. Eh ben, ça va me faire la transition parfaite. Comment t'en es arrivé à être CTO chez Citigo? Par où t'es passé? Et puis après, on discutera un petit peu de Citigo. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, bon, j'ai pas mal d'années d'expérience, hein, ça se voit à ma barbe blanche. J'ai commencé en faisant des études d'ingénieur, hein. J'étais dans une école d'ingénieur à Toulouse qui s'appelle l'ENSET. Et ensuite, j'ai démarré ma carrière chez Capgemini, où j'ai passé une dizaine d'années. Je fais beaucoup de développement pour le monde des télécoms. En tant que développeur, je fais beaucoup de C, de C++, et de télécom. Et puis ensuite, j'étais embauché dans une start-up américaine de la Silicon Valley, qui s'appelait Kabira Technologies. Alors, j'étais dans la filiale française. J'ai passé une douzaine d'années. Là, je fais tous les métiers techniques imaginable dans une start-up. C'est-à-dire, on était 5 quand je suis rentré. Et puis, Ah oui. j'ai fait de la formation, j'ai fait de l'avant-vente, j'ai fait du développement. Et puis, progressivement, j'ai pris de plus en plus un rôle de manager technique, jusqu'à être le responsable pour la zone IMIA de toute la partie professional services, avec des équipes à Paris et à Londres pour l'essentiel. Et c'est une startup qui Euh, existe encore? alors non, après, en fait, la start-up, a un peu périclité. C'était une belle start-up qui avait levé pas mal de fonds, hein, plus de 100 millions de dollars à un moment donné. Et puis, en fait, on était sur le marché des télécoms en Europe. Ça marchait très bien en Europe, mais ça marchait pas du tout aux États-Unis parce qu'ils avaient pas du tout le même marché. Ils ont essayé de se Mhm. reconfigurer sur la finance, et puis ça a pas marché. Donc, au final, la boîte s'est arrêtée. Elle a été absorbée par Tipco. Donc, il reste D'accord. aujourd'hui chez Tipco quelques personnes de cette époque-là, mais c'est plus du tout les mêmes produits, etc. C'était très intéressant. C'était vraiment c'était une sorte de base de données en mémoire, et on faisait de la performance et de l'interconnexion entre différents systèmes. Après l'expérience Kabira, en fait, j'ai continué sur des rôles plutôt de management, je dirais de gestion de projet ou direction de projet.
Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout parce que je passais ma vie dans les fichiers Excel, en fait. J'étais très très loin de la technique, je faisais des rapports toute la journée et c'était pas du tout ce que. Enfin, j'ai senti que ça fallait que je revienne à quelque chose qui me convienne beaucoup plus. Et je suis revenu à la technique. J'ai travaillé sur un projet de start-up avec une amie, un objet connecté pour la sécurité des femmes. On appelait ça EdVig. Voilà, on a fait plein de hackathons, on a gagné quelques petits prix comme ça. Et puis, en fait, en parallèle de ça, j'ai eu l'occasion de passer une année à l'école 42 à Paris, Ouais. où je me suis en fait complètement replongé dans le code. C'est-à-dire que j'ai passé une année à coder. J'ai tellement codé que j'ai réussi à me faire une tendinite à un moment donné. Mais c'était vraiment passionnant de retourner en fait sur les bancs de l'école entre guillemets, hein, puisqu'en fait bon, on était dans des grandes salles avec plein surtout de jeunes, d'ailleurs beaucoup plus jeunes, qui étaient là pour apprendre le métier. Et finalement, moi qui suis arrivé en me disant, en fait, je connais, je vois pas trop ce que je vais apprendre là. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à apprendre, à réapprendre parce que les technos avaient énormément évolué, bien entendu. Et puis aussi de travailler avec des gens qui étaient finalement d'une autre génération. C'était une super expérience. On se corrigeait Ouais, en mutuellement tout le cas, code. je rebondis là-dessus. En tout cas, si les gens qui nous écoutent, et en particulier les personnes qui travaillent chez Axopen, peuvent entendre qu'on peut continuer à faire de la technique et qu'on peut continuer à apprendre de la technique et se faire plaisir et continuer d'apprendre et pas spécifiquement être obligé de toujours passer par la filière gestion de projet, qu'il y a des gens qui... Enfin, je trouve que ce message-là, il fait plaisir à entendre. Tout à fait. Alors, moi, je pense qu'au contraire, quand on est dans la technique, s'il y a bien une chose qu'il faut faire tout le temps, c'est apprendre. C'est-à-dire que les choses évoluent tellement vite que on peut juste pas s'arrêter. Il faut sans arrêt faire de la veille, sans arrêt se reformer, essayer les nouveaux frameworks, etc. Et ça, c'est vraiment un truc. Quand j'ai commencé, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est absolument indispensable de se mettre à jour de façon extrêmement régulière. Et finalement, c'est aussi ce qui est super intéressant, quoi. Et comment t'es arrivé à l'école 42? C'est de ton plein gré, tu t'es dit là j'en peux plus, faut que je code, ou c'est on t'a proposé, on t'a conseillé? Alors en fait, on me l'a proposé, parce que en fait, j'étais dans mon projet startup et en parallèle de ça, j'étais chez Pôle emploi. Et c'est Pôle emploi qui est venu vers moi et qui m'a proposé cette formation. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi aller retourner à l'école et tout? D'autant que ça a commencé par une piscine, la fameuse piscine, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ça dure un mois et on fait que du C. Et moi, du C, j'en avais bouffé énormément à mes débuts. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire du C, quoi? Et finalement, je suis allé là-bas et j'ai été complètement dérouté parce que la façon d'apprendre était très très différente de celle qu'on peut avoir notamment dans les écoles d'ingé ou autres. En fait, il fallait pas utiliser par exemple ce que je connaissais déjà. Donc ça m'obligeait en fait à suivre le programme en utilisant des fonctions très 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 basiques du C pour complètement recoder des choses qu'on pouvait faire en une instruction. Il fallait le faire en multiples instructions. Et l'objectif, c'était de vraiment très bien comprendre comment ça se passe au plus bas niveau du langage. Et voilà, je me suis fait avoir, par exemple, on était noté tous les soirs automatiquement là, par la moulinette. Et je me suis retrouvé avec la note moins 42. La note moins 42, c'est la note infamante. C'est quand vraiment on a fait un truc interdit. Parce que j'avais utilisé une fonction genre printf, un truc qui est super basique en C et qu'en fait, on n'avait pas le droit d'utiliser, quoi. Voilà, donc ça m'a un peu perturbé. Puis finalement, j'ai fini par comprendre le jeu. Je me suis pris au jeu. Et, voilà, et ça a été vraiment une géniale expérience. Et en fait, ça m'a énormément servi pour faire mon projet de start-up, puisqu'il y avait des technos dont j'avais besoin et que je ne maîtrisais pas, notamment le développement d'applications mobiles sur iOS. Et donc, j'ai fait les projets. J'ai fait aussi beaucoup de choses autour du web. Et j'ai développé une app iOS et un petit back-end en Django, Python pour supporter ça. Et ça a été la base finalement de notre projet. Au départ, c'était un objet connecté, puis c'est devenu une application mobile. Et voilà, on a pu démontrer des choses grâce à ce travail-là. Et donc, comment t'es passé de ça à Citigo, alors, du coup?
Alors oui, tout à fait. Donc, cette expérience-là, elle a duré un petit moment. Puis après, assez rapidement, on s'est retrouvé face à des problématiques de croissance et de financement. On n'avait Mmh. pas forcément dans notre équipe la personne, disons, qui pouvait nous aider sur cet aspect-là. Donc, je trouve que j'ai été sollicité pour rejoindre une boîte qui faisait de la santé connectée en tant que CTO. Et donc j'ai décidé de basculer, donc j'ai lâché le projet, je l'ai lâché, il a continué à travailler en intrapreneuriat, à se développer en intrapreneuriat avec mon ami, l'ami avec qui j'avais lancé le projet, chez Orange, puisqu'elle, elle bosse chez Orange, et donc elle a réintégré ce projet-là chez Orange. Et d'ailleurs, je crois que ça vit encore un petit peu. Et donc, moi, je suis passé chez Be Well Connect, une boîte dans la santé connectée, avec beaucoup d'objets connectés autour de la santé, et puis le développement d'applications en B2B, sachant qu'avant, ils étaient en B2C, et l'idée, c'était de revenir en B2B. Donc, moi, j'avais beaucoup d'expérience du B2B. Finalement, ce qu'ils cherchaient, c'était quelqu'un qui comprenne à la fois les aspects techniques, mais aussi qui puisse manager une équipe. Donc là, c'est par rapport au message de tout à l'heure. Moi, c'est vrai que toute ma carrière, ça a été orienté sur un mix entre la technique et le management. Le management? Et, Mmh. ouais, et du coup, là, effectivement, c'était intéressant de pouvoir mener les deux de front et développer des très beaux projets. Notamment, on a pu développer tout un système de téléconsultation qu'on a développé de zéro et qu'on a mis en prod et qui a été déployé par la boîte. J'ai cherché disons une autre aventure. Je suis passé chez PeopleSphere, qui était une boîte qui faisait du SIRH, donc vraiment grosse Mmh. intégration entre différentes solutions tierces, beaucoup de synchronisation de données entre notre solution et le monde extérieur. Voilà, et puis après une grosse solution développée avec du React en front, du PHP en back sur du Laravel, pas mal de bases de données, puisque chaque client avait sa propre base de données. Tout ça très intéressant. Bon, ça a duré quelques temps. J'ai été malheureusement, il y a eu la crise du Covid et l'expérience malheureusement m'a affecté puisque j'étais en période d'essai. Et suite à ça, en fait, Ah! j'ai travaillé sur. Ouais, du coup, j'ai quitté, mais malgré tout, c'était une très très bonne expérience avec énormément de choses que j'ai pu apprendre, et notamment la mise en place de l'agilité qui n'était pas suffisante chez PeopleSphere. On a mis en place vraiment un mode Scrum avec des livraisons très régulières du produit, alors qu'avant, on faisait de temps en temps une livraison, ça pouvait durer plusieurs mois. Donc cette logique d'agilité a été vraiment très très profitable pour PeopleSphere. Suite à ça, bah, j'ai fait divers travaux. J'ai participé à des startups avec un fonds qui s'occupe de créer des startups, qui s'appelle LFA Fund. Voilà, j'ai fait un petit peu de prototypage pour eux. J'en ai profité pour apprendre le React Native et faire des petits protos là-dessus. Et puis finalement, j'ai rejoint Citigo il y a maintenant 8 mois pour développer en fait pour développer cette application de covoiturage urbain. Et peut-être qu'on va en parler plus spécifiquement. Donc là, on est sur une équipe d'une dizaine de personnes en France. Et donc, on développe une application mobile qui a pour but de mettre en relation des passagers, des conducteurs en utilisant le covoit. Donc, le covoit, c'est vraiment très particulier, hein. C'est pas des professionnels, c'est que des utilisateurs. C'est vous et Particulier, ouais. moi. Voilà, c'est particulier, vous et moi. J'ai une voiture, je fais un trajet, bah, je vais pouvoir proposer à des gens de monter dans ma voiture et au final, ça va me permettre d'économiser de l'argent sur mes coûts finalement, hein. En termes de covoit, on parle d'économiser de l'argent et non pas d'en gagner. Ça, c'est dans la loi, c'est très important. Et donc, c'est pas du tout des VTC ou autre, hein. Et puis côté passager, bah, en fait, on va pouvoir faire des trajets qu'on ne pourrait pas forcément faire avec les transports en commun.
On va pouvoir les faire rapidement et pour un tarif qui est vraiment très intéressant par rapport à un taxi, Ouais, par exemple, ou un VTC. Puisque, en fait, pour une vingtaine de kilomètres, vous allez payer une dizaine d'euros à peu près. Voilà, pour donner ouais, ce qui un doit ordre de être 2 grandeur. ou 3 fois moins cher qu'un taxi ou un VTC. Exactement. Et du coup, c'est vraiment, il y a toute une communauté qui utilise Citigo. Et je dirais qu'il y a d'ailleurs un autre aspect qui est l'aspect un peu communautaire, c'est-à-dire que finalement, on fait de la mise en relation. Et Mmh. bon, on a eu par exemple un mariage Citigo, hein. Il y en a peut-être eu d'autres qu'on ne connaît pas, mais au final, c'est aussi une expérience de rencontre pour certaines personnes. Et on fait notamment des réunions de nos utilisateurs régulièrement et auxquelles moi j'ai pu assister. Et vraiment, souvent, ils insistent sur le fait que pour eux, bah, c'est une expérience de rencontre aussi. Il y a des gens qui font des covoites pour rencontrer des gens qui viennent d'arriver sur Paris et qui vont rencontrer des gens par ce biais-là. Alors, c'est pas le but principal, mais c'est plutôt sympa de voir que finalement, il y a un côté vraiment communautaire et de lien social associé à cette app. Et puis, il y a Et un petit aspect. Ouais, ouais, vas-y. est-ce que pour l'application, on planifie plutôt ses trajets ou est-ce que c'est vraiment au moment où on a besoin de faire son trajet, on ouvre l'appli et on voit s'il y a des voitures qui vont passer dans le coin? Ou est-ce que c'est un peu plus comme d'autres applis où on va vraiment dire, bon, bah, la semaine prochaine, je fais mon trajet pour aller au boulot? Alors, en fait, on n'est pas sur le créneau du trajet domicile-travail. D'accord. Il y en a d'autres qui font ça. Ok. Nous, en fait, on est plutôt sur des trajets one shot, même si il est certain que certaines personnes, une fois qu'elles ont compris qu'une personne qu'elles finissent par connaître fait tel trajet, elles vont peut-être retourner dessus, mais on n'a pas trop de statistiques là-dessus, c'est plutôt du one shot. Et en fait, on a deux modes dans l'app. D'ailleurs, soit dit en passant, donc on fonctionne que en mode app. Le service, il est fourni par l'app, il n'y a pas de version web de tout ça. Donc c'est l'app, c'est dans la poche, c'est dans la rue, etc. Donc il faut que ça marche tout le temps. Il y a les deux modes. Il y a un mode immédiat. J'ai besoin d'un covoit maintenant, donc je fais une demande immédiate. Et puis il y a le mode planifié où vous allez pouvoir demander dans un quart d'heure, dans une heure, ou demain, ou dans 3 jours. Ça permet de mixer les deux. Ouais, et ça, c'est peut-être un Ok. peu un différenciant par rapport à d'autres. Et Mm. côté conducteur, vous pouvez soit mettre des trajets instantanés. Voilà, en tant que conducteur, maintenant, je vais chez mon médecin qui est dans la ville d'à côté et je vais déclarer mon trajet. Ou bien, je peux mettre également des trajets que je fais de façon régulière qui vont être pris en compte par l'algo de matching. Ok. Et derrière, on a un algo de matching qui va tenir compte enfin, ça va être un tout petit peu différent si on est en immédiat ou en planifié, puisque en immédiat, on va regarder la géoloc du conducteur pour pouvoir, disons, permettre de faire des trajets qu'avec des gens dont on est certain qu'ils sont présents. Voilà. D'ailleurs, Et en termes si on bascule sur un axe technique, en termes de stack techno, donc c'est une appli qui date de 2014. Du coup, ouais, j'imagine que c'est pas forcément tout jeune. Vous avez refactoré, comment ça se passe? oui, effectivement. Alors, il y a eu c'est une app qui est en V8 aujourd'hui sur les stores. Et cette V8, donc ça veut dire beaucoup d'évolution, hein, V8. Elle a été développée au fil des années par plusieurs équipes qui ont évolué. Et en fait, l'année dernière, s'est posé la question de faire un refactoring. On s'est posé la question de... Alors, j'étais pas là, hein, ça a été fait par des gens qui étaient Mm. là et qui se sont dit, est-ce qu'on cherche à faire évoluer l'app ou est-ce qu'on recommence à zéro? Et finalement, ils ont pris le parti de repartir de zéro. Donc il y a eu un énorme travail qui a été fait pour redémarrer cette app de zéro. Donc à, on- à la limite, vraiment une refacto, même au niveau fonctionnel, puisque au fil des années, il y avait des gens qui étaient partis, etc., de la connaissance qui s'était perdue. Il a fallu reconstituer finalement qu'est-ce que c'était que cette app d'un point de vue fonctionnel et démarrer l'app sur des principes architecturaux nouveaux. Donc ce qui a été décidé, c'était de faire de la clean architecture Mhm. donc qui est quelque chose qui est aujourd'hui qui a le vent en poupe, notamment dans le milieu du mobile. Donc des principes d'architecture avec une très bonne séparation entre les différentes couches, la couche pour communiquer vers l'extérieur, la couche vers la donnée, l'affichage et puis les traitements métiers. L'intérêt d'utiliser cette archi, bah, c'est qu'on peut faire des tests, on peut faire du mock et pouvoir tester en fait chaque couche
de façon indépendante les unes des autres. La qualité, c'était super important dans cette logique de refonte. Et donc, on a des principes de test unitaires qui sont très importants. Autre particularité, c'est qu'on est parti on est resté en natif. On aurait pu imaginer à un moment donné qu'on fasse un choix de techno hybride, mais finalement, on a préféré rester en natif avec la version Android en Kotlin et la version iOS en Swift, ouais, avec les librairies RX des deux côtés, et surtout une démarche, je dirais, de pair programming entre les deux technos, qui est peut-être un peu une particularité de notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un développeur iOS et un développeur Android qui vont travailler ensemble sur la même fonctionnalité et qui vont faire des revues croisées. D'ailleurs des particularités de notre équipe de dev, c'est qu'on n'a que des gens sur la partie mobile qui ont les deux compétences iOS et Android. Ouais. Donc, c'est assez rare de travailler comme ça, ouais. Et en fait, du coup, ils ont une majeure et une mineure, si je puis dire, c'est qu'ils ont une préférence. Donc, c'est quand même un développeur iOS et un développeur Android. Et le développeur iOS sait faire de l'Android et le développeur Android sait faire de l'iOS, mais c'est pas leur job de tous les jours. Ils ont la préférence, et puis ils ont aussi plus de compétences en général d'un côté. Mais ça permet notamment, quand il y en a un qui part en congé, que l'autre continue à travailler éventuellement sur les deux, ou fasse des corrections de bugs, etc. Donc ils connaissent parfaitement l'app dans ces deux versions. Ils vont assez loin dans le travail, je dirais en miroir, avec notamment des méthodes ou des classes qui sont nommées exactement pareilles, une structure aussi proche que possible dans les deux technos. Et voilà, et du coup, ça permet de développer l'app de façon complètement parallèle sur les deux technos, et d'avoir des gens qui ont une vision complète de l'app sur les deux technos au même moment. Donc ça marche très bien, et d'ailleurs, c'est un bon... c'est assez vendeur par rapport au recrutement qu'on peut faire, puisque pour beaucoup de gens, c'est l'occasion de découvrir ou d'aller approfondir éventuellement l'autre techno qu'ils ne maîtrisent pas forcément. D'accord. Et du coup, vous avez adopté cette stratégie pendant la refonte, ou c'était quelque chose que vous aviez déjà fait avant, ou... Alors non, c'était vraiment la refonte. Auparavant, en fait, c'était une autre équipe. C'était une équipe en Inde D'accord. qui n'était pas forcément pilotée de façon très rapprochée. Donc là, en fait, l'approche, ça a été d'internaliser toutes les compétences sur la France, de créer une équipe en France qui n'existait pas, et de le faire selon ces principes architecturaux vraiment différents. Finalement, la V8 aujourd'hui, elle est en fin de vie. On continue à faire des tout petits développements aujourd'hui, et plutôt des corrections ou des choses qu'on est obligé de faire. Mais le focus, c'est de sortir cette V9. C'est on l'appelle V9, donc la version refondue. On va la sortir très bientôt. Et notamment, il y a à la fois l'aspect architecture, et il y a également un aspect un petit peu UX/UI qui a été retravaillé. Et également l'internationalisation, puisqu'en fait, l'objectif pour nous, c'est d'ouvrir sur l'Espagne en 2022. Et donc, on avait une app qui était que en français, et maintenant, on a une app qui peut faire plusieurs langues, et qui peut le faire de façon simple, en utilisant des choses comme Phrase, par exemple, pour gérer la partie des traductions. Voilà, donc c'est là où on en est aujourd'hui, avec une équipe aujourd'hui qui a été assez largement renouvelée suite, disons, la crise sanitaire. Je ne sais pas si on peut en parler des aspects un petit peu RH. Très gros renouvellement de cette équipe. Aujourd'hui, j'ai une équipe quasi à 100% nouvelle, et qui a pu prendre en main, en fait, cette archi qui avait été développée par l'équipe précédente. Et ma foi, ça se passe très bien. C'est-à-dire que le fait que ça a été développé de façon super propre, en clean archi et tout, ça a permis à la nouvelle équipe de trouver ses marques très rapidement. Parce que c'est souvent le problème quand on a un gros turnover, ou quand on a un changement d'équipe, c'est que quand ils redécouvrent l'équipe, ils redécouvrent le projet, ils ont l'impression de repartir de zéro, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais là, non. En fait, il y a eu un recouvrement entre l'ancienne équipe et la nouvelle, qui a permis quand même de récupérer un peu d'infos. Et puis, c'est super bien documenté, c'est super bien codé. Vraiment, les gens qui arrivent, ils disent waouh,
C'est vraiment Rien à dire, du quoi. travail super propre. Et donc, ça leur permet finalement de démarrer très vite. Alors, ce qui est plus complexe finalement quand il y a un changement d'équipe comme ça, c'est plus que les gens fonctionnels qui, eux, ont pu partir à un moment donné, eux, la connaissance du fonctionnel peut avoir Elle été disparaît. perdue. Et c'est plus ça qui est compliqué que la partie technique finalement. Et du coup, ça me fait ma transition parfaite vers la partie RH. En termes de recrutement, aujourd'hui, on sait que le marché du développeur est un marché un peu tendu. Est-ce que un acteur comme vous arrivez à recruter facilement des développeurs et des expérimentés? Comment ça fonctionne sur cette partie recrutement? Alors, en fait, c'est beaucoup de travail. Moi, je dirais, ça a été mon activité principale les premiers mois où je suis arrivé. Ça a été de construire une équipe. Et pour ça, comment faire pour aller recruter sur ce marché-là? Donc beaucoup d'huile de coude, ça c'est sûr. Des relations établies avec plusieurs recruteurs qui sont des spécialistes du recrutement, notamment dans le domaine du mobile, puisque j'ai surtout recruté pour Ça. l'équipe mobile, même si on a aussi une équipe back-end et il y a eu un peu de recrutement de ce côté-là. Donc des spécialistes à qui j'explique vraiment bien mon attente et qui vont faire des recherches et qui vont me présenter les candidats. Derrière, moi je fais en général, systématiquement, c'est moi qui fais le premier entretien de façon à qualifier les candidats en leur posant un mix de questions à la fois sur la technique et sur l'humain, le comportement, les savoir-être, etc. Notamment parce que dans notre façon de travailler aujourd'hui, on a vraiment mis l'accent sur le travail d'équipe. Il y a eu quelques difficultés pendant la période Covid avec des gens finalement qui sont éloignés de l'équipe, qui n'étaient plus qu'en remote. Finalement, ils croisaient plus leurs collègues autres que ceux avec qui ils travaillent tous les jours. Et ils ont un petit peu perdu comme ça ce lien avec l'entreprise. Et donc, dans l'équipe que j'ai recrutée, ça a été très important pour moi de mettre en avant des aspects humains et des aspects d'appartenance et de compréhension de ce qu'on faisait chez Citigo. En fait, voilà, Citigo, c'est pas juste de la technique, c'est un service qu'on rend à des gens. Et pour moi, je les incite notamment aujourd'hui à venir rencontrer les utilisateurs pour bien comprendre finalement quels sont les pain points. Moi, je pense que c'est important de donner du sens aux développeurs et au développement, pas juste que ça soit des user stories ou ce genre de choses à développer. Je pense que c'est effectivement Exactement, important notamment quand on fait de l'agile, on enchaîne les sprints, on enchaîne les user stories, et ça peut être un peu une dérive de n'être plus que enfin, dans l'usine, quoi. Mm. On fait du code, et on peut être un peu décalé par rapport c'est l'idée là de la cathédrale, hein, Mm. est-ce que je suis en train d'assembler des pierres, monter un mur, ou en train de bâtir une cathédrale? Donc moi, je préfère que les gens voient la cathédrale en même temps qu'ils posent leurs pierres et qu'ils montent les murs, quoi. Mm. Et du coup, donc ça fait partie des choses qu'on a cherché à vraiment clarifier et à présenter aux candidats. On leur présente évidemment le défi technique avec ce travail en clean architecture sur la partie mobile, qui est très importante. Sur la partie back, on a aussi des défis de refonte qui sont pas encore vraiment engagés et sur lesquels on va beaucoup travailler dans la deuxième moitié de 2022. Donc ça, c'est aussi un élément. En fait, les gens, quand ils viennent, ils veulent travailler avec des gens intéressants et sympas. Ils veulent travailler sur des sujets techniques où ils vont apprendre des choses, ils vont avoir du challenge, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on va mettre en avant. Et puis, pour revenir au process de recrutement, typiquement, on va donc après le premier entretien que je fais, on va faire un entretien technique où on va demander aux gens en fait de nous présenter un projet. Et on va ouvrir la boîte, on va regarder le code ensemble avec le lead dev de chez nous, et du coup ça va engager une conversation sur une base de code. Mm. Et Ah, on fait ça nous aussi, ouais. Je trouve que c'est la bonne ça, approche. Mm. c'est une super approche parce que Mm. pour eux, ça nécessite pas de travail préalable, parce que Non, enfin, la plaie pour les gens qui se font recruter, c'est de devoir faire un projet qui ouais. finalement va leur prendre un week-end entier ou plus, assez complexe à faire, et ils ont autre chose à foutre, et surtout ils ont quatre propositions dans leur boîte aux lettres. Donc
il est bien évident qu'ils vont peut-être aller au plus facile à un moment donné. Ils vont pas faire les gros tests techniques qui vont leur prendre trop de temps. En tout cas, c'est un risque. Donc nous, on fait pas de tests, mais on engage la conversation à un niveau technique sur la base de code. Voilà. C'est une très bonne approche qui plaît beaucoup aux gens d'ailleurs qu'on a embauchés. Ils disent qu'ils n'ont pas forcément vu ça ailleurs et ils aiment bien. Ça leur permet aussi de rencontrer l'équipe et d'emblée de rentrer dans un échange avec leurs futurs collègues. Et puis en général, on fait un troisième entretien, plus de fit avec le reste de l'équipe pour s'assurer voilà, que ça va matcher en termes de personnalité, etc. Mais quand on arrive au troisième, en général, c'est plié Oui, c'est ça. et on fait la proposition. Donc, 3 entretiens, on essaie de les faire rapides. Autre élément, bien sûr, pour séduire les gens, c'est qu'on leur donne un salaire qui correspond au marché. Donc on chipote pas sur ça parce que ça sert à rien. Il y a une telle surenchère sur les salaires qu'il faut aller vite et il faut leur donner ce qu'ils attendent dans la mesure évidemment où ça correspond aussi à ce que nous on considère comme juste, hein, bien entendu. Mais on discute pas sur ce genre de sujet-là, quoi. Et du coup, ça c'est pour la partie recrutement, et en termes de fidélisation, comment ça fonctionne? Parce que ça c'est l'enjeu. Recruter, quand on y met les moyens et que le projet est intéressant, on y arrive, mais fidéliser, c'est encore un enjeu complètement différent. C'est quoi aujourd'hui la stratégie chez Citigo? Alors, ouais, pour fidéliser, bon, comme il y a eu à un moment donné un peu des tensions pendant la période de Covid, on s'est pas mal remis en question. Comment on fait en fait pour que les gens ils aient envie de rester sur la durée. Il y a ces aspects techno dont on a parlé, de travailler sur des sujets vraiment intéressants, bien sûr. Ça, c'est un peu la base de tout, je dirais. Ouais, moi je pense Après, ouais, c'est ça, parce que en particulier pour les profils techniques, c'est quand même le truc qu'ils attendent, hein. Donc, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on cherche à leur donner de la visibilité. Donc, l'équipe produit a été beaucoup renouvelée également chez Citigo et aujourd'hui, on travaille avec cette équipe pour donner de la vision au-delà du travail de tous les jours. Donc, il y a un gros travail de roadmap qui est en cours et qui, pour moi, est super important pour fidéliser les gens, puisque ça leur permet de voir que dans plusieurs mois, ils auront toujours des trucs super intéressants à faire. Après, on s'est amélioré tout simplement hein, sur des aspects RH. On avait besoin de s'améliorer là-dessus. Donc aujourd'hui, on a un process d'onboarding qui est sérieux. Avant, c'était pas forcément très structuré. Donc on a structuré l'onboarding. On fait en sorte que les gens aient leur contrat bien avant leur arrivée, ce qui n'était parfois pas le cas avant. Les gens, ils arrivaient, ils pouvaient avoir leur contrat un peu plus tard, mais on a cherché à montrer qu'on était sérieux sur ces aspects-là. Ensuite, on fait cet onboarding. Au bout d'un mois, on demande aux gens de nous faire un rapport 360 sur ce qu'ils ont pu observer. Donc ça permet aussi de leur part de donner du feedback et nous d'apprendre des choses. Et donc ça permet d'entretenir l'échange. Après, on fait des entretiens réguliers. Moi, je fais des one-to-one avec tous les membres de mon équipe de façon très régulière, certains chaque semaine, d'autres tous les 15 jours. Et puis, il y a évidemment après des entretiens pour parler d'évolution dans la boîte, etc. Donc, je pense que c'est un peu de la structuration RH qui rassure et qui donne aux gens. Ouais, qui donne un cadre. Moi, je pense que c'est important, c'est comme tu dis, c'est d'avoir quelque part un cadre, que ce soit pas laissé comme ça ou ça soit pas délaissé, c'est-à-dire qu'il y a un cadre dans lequel on vienne communiquer et en même temps donner du sens sur le long terme, quoi. Exactement. Le sens, c'est super important et le cadre, ça permet de rassurer en fait. Pour certaines personnes, c'est normal d'avoir besoin pour pouvoir progresser, il faut aussi avoir du feedback, il faut pouvoir avoir des échanges réguliers. Et donc, tout ça, aujourd'hui, on le fait de façon très sérieuse. Peut-être qu'avant, comme on était une start-up, on avait été un peu dans une croissance très forte, etc., les choses s'étaient pas complètement faites comme il fallait à ce moment-là. Enfin, ça marchait à une certaine époque, puis à un moment donné, on grossit et on a besoin un petit peu de structurer les choses pour que les gens se sentent Ouais. bien dans leur boîte, quoi, tout simplement. Moi, je sais pas si tu partageras ça, mais je pense que le cadre et le management,
il n'est pas le même dans une startup de 10 personnes que dans 30, que dans 50, que dans 100. Et souvent, quand les entreprises grandissent, on se voit pas grandir et on ne met pas justement le bon cadre au bon niveau. Et je pense que c'est Exactement. important de se challenger régulièrement pour dire est-ce que le management et le cadre que je mets en place, il est bien adapté à ma société à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et je pense que notamment les quelques problèmes ou je dirais, RH qu'on a pu avoir à un moment donné, qui ont amené les gens à s'éloigner finalement, à plus comprendre le sens de ce qu'ils faisaient dans la boîte, etc., de se détacher un peu de la boîte, avec notamment tout ce télétravail à 100% qu'il y avait. Ça a amené, ça nous a amené, nous, finalement, à nous dire, bah, voilà, on est à un moment de changement, on a besoin de faire en sorte que les gens se retrouvent chez Citigo comme des membres de Citigo et pas comme quelque part des développeurs un peu indépendants, loin de la boîte, quoi. Donc on a fait un gros travail là-dessus. On continue d'ailleurs avec là on va mettre en place des OKR. Voilà, c'est un sujet que moi j'avais vraiment envie de développer chez Citigo. Euh, Qu'est-ce que tu appelles un EKR? Objective and Key Result, c'est une façon de poser des objectifs euh, qui partent de la stratégie de la boîte et qui sont déclinés D'accord. ensuite dans toutes les sous-structures. C'est un truc qui est un peu à la mode parce que Google fait ça. Bon, D'accord. tout le monde parle des OKR, mais en l'occurrence, je trouve que c'est vraiment un système intéressant pour que il y ait des objectifs qui soient déclinés par équipe, mais qui reflètent la stratégie Mhm. de toute l'entreprise, la stratégie de croissance de l'entreprise, déclinée donc au niveau de la technique, au niveau du marketing, au niveau du service client, etc., d'une façon un petit D'accord. peu différente. Donc ça permet aussi de donner du sens et que les gens comprennent comment finalement vers où on va de façon plus globale au sein de la boîte. Puis il y a peut-être un autre petit aspect qui est l'aspect, le fameux télétravail dont j'ai parlé, qui a pu aller un peu trop loin à mon sens à un moment donné et qui a fait cet éloignement d'une partie de l'équipe. Aujourd'hui, le télétravail, c'est indispensable dans les boîtes tech et même, je pense, au-delà. Nous, aujourd'hui, l'équipe tech, elle fait à peu près moitié-moitié sur place et à distance. Et ça marche très bien comme ça, c'est très souple. On s'adapte en fonction des besoins. Si on doit faire un atelier, on vient le faire au bureau. S'il y a comme en ce moment, on a des travaux pour refaire nos bureaux, les remettre à neuf et faire des beaux bureaux. Donc on va moins au bureau puisque c'est plus compliqué de trouver des salles. Donc tout ça, ça fait aussi partie de la fidélisation, être capable de s'adapter finalement à ce besoin de télétravail, notamment des développeurs, tout en gardant un lien humain et direct qui est pour moi absolument indispensable. Ouais, moi, je pense que il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées presque trop loin, c'est-à-dire, on va en full télétravail et au final, c'est à l'entreprise de s'adapter à chacun de ses salariés. Exactement. Mais quand on fait ça, en fait, on perd le projet de société, quoi. Totalement. Donc, il faut trouver le juste milieu entre l'entreprise s'adapte aux conditions de chacun de ses salariés et les salariés font aussi l'effort de s'adapter au projet de l'entreprise parce que sinon, il y a un moment, il y a Ouais, divergence. tout à fait. Ça a permis aussi de reconstituer une équipe qui est super motivée, parce que les règles du jeu, du coup, sont claires quand ils arrivent, hein. Ils savent Ouais. On peut voilà, redéfinir les on règles. a redéfini des règles au lieu d'en être finalement les victimes à cause d'une condition extérieure qui était la crise sanitaire. Et les gens sont très à l'aise avec ça et ça se passe super bien. Du coup, notamment, ça permet vraiment de créer ce lien avec les autres membres de l'entreprise. Si on est chez soi, bah, on croise pas les gens au café et donc finalement on sait même pas qui c'est, quoi. Et c'est très dommage. Donc ça, c'est vraiment un gros changement qu'on a eu dernièrement et qui est très très positif pour Citigo et ça nous donne, personnellement, j'avoue que je suis super content aujourd'hui d'avoir cette équipe très très motivée qui est à fond pour les défis à venir et on en a pas mal. Ok. Vous êtes combien dans la boîte, enfin surtout aux mêmes locaux, j'ai envie de dire. Alors, on est une quarantaine. On est basé à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris. On a quelques personnes ailleurs. On a une personne à Bordeaux, on a une personne à Madrid, puisqu'on veut développer Madrid. Et d'ailleurs, en termes de croissance, aujourd'hui, on est essentiellement sur la région parisienne et sur Lille.
L'objectif, c'est d'attaquer tous les bassins urbains de plus d'1 million d'habitants en France. Donc, évidemment, Lyon, Marseille et d'autres. Ça va se faire progressivement. On travaille en fait sur comment exporter le modèle parisien, puisque finalement, Citigo s'est créé sur la base de Paris, et où aujourd'hui, on fait quand même 150 000 trajets par mois. Donc, on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Citigo de façon très régulière. Et en fait, c'est pour créer une nouvelle ville, on le voit notamment sur le travail qu'on fait à Lille, il y a une espèce comment dire, un travail initial pour créer la communauté et que ça commence à prendre. Donc ça fait partie de nos défis et des choses sur lesquelles on travaille pour simplifier le démarrage d'une ville comme Lyon, par exemple. On a eu à un moment donné un petit peu de trajet, mais ça s'est un peu arrêté par manque de sollicitation. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut lancer la ville, et il y a un moment où ça prend et où du coup ça devient, ça commence à créer beaucoup de trajets, quoi. Bah, c'est sûr que c'est compliqué parce que ça peut être un cercle vicieux, comme ça peut être un cercle vertueux, c'est qu'il faut forcément des gens qui font les trajets, mais il faut aussi des gens des utilisateurs qui vont dans les voitures. Donc, si on n'a pas l'un, on n'a pas l'autre et inversement. Donc, Exactement, ouais. c'est vrai que le départ, ça doit être vraiment, vous avez des stratégies, enfin, je veux dire, vous lancez des façons comme ça pour lancer des villes, vous avez des techniques spéciales? Oui, tout à Ou, fait. En fait, il y a beaucoup de communication à faire pour que ça marche. Et puis après, il y a des aspects évidemment techniques, mais je dirais la technique, finalement, tout ce qu'on lui demande, c'est d'assurer la charge, quoi. Donc, c'est d'être capable de tenir le choc du nombre d'utilisateurs connectés. Et d'ailleurs, Par rapport à ça, je sais pas si on peut revenir 2 secondes sur parce que le back-end, on en a pas trop ouais. parlé. Parce que sur votre site, il y a écrit 1 million d'utilisateurs. 1 million, c'est beaucoup. Est-ce que vous avez, depuis 2014, fait des évolutions sur le back-end? Est-ce que vous avez subi des gros moments où le serveur tenait plus, Ouais. etc. Comment vous avez géré tout ça au fur et à Ouais, mesure? alors en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore fait notre évolution sur le back-end. Ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver dans la même situation que sur le mobile avec une refonte qui prend beaucoup de temps. Puisqu'en fait, cette refonte, elle a été initiée sur le mobile il y a plus d'1 an et on est en train de la finir aujourd'hui. Ça, on veut pas parce qu'évidemment, quand on fait ça, on est obligé de limiter les évolutions. Enfin, vous connaissez, ce genre de truc, c'est très difficile à vivre en fait. Au niveau des équipes d'ailleurs, ils se retrouvent avec un truc qui sort pas et ça peut démotiver. Au niveau du business, puisqu'on va pas pouvoir créer de nouvelles fonctionnalités, hein, développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, sur le back-end, aujourd'hui, on a un back-end qui tient bien la route, mais il est ancien, enfin, il date du début de Citigo. C'est quoi comme techno? On en a pas parlé. Alors, on est sur une base de PHP, base de données MySQL. Ok. Mais on a Ok. surtout, en fait, on utilise Magento. Magento 1, qui est, c'est un vieux truc. C'est un vieux truc pour des raisons historiques, parce qu'en fait, à la base, la solution a été développée sur un projet qui préexistait, et qui utilisait Magento, en fait, essentiellement en fait, pour servir de back-office, hein. On n'utilise pas les fonctionnalités de Magento qui servent à faire des sites e-commerce. Mais du coup, ça nous a pas mal contraints. Et aujourd'hui, ça tient la route, mais on a des problèmes de scalabilité, notamment quand il y a énormément d'utilisateurs et beaucoup de données dans les bases de données. On se rend compte qu'on commence à avoir des problèmes de perf. Donc, ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui, c'est régulièrement éliminer des données de la base pour que les traitements se fassent dans les délais. Notamment les week-ends, il y a quelques temps, on a eu des problèmes les week-ends, c'est le moment où on a le plus de charges. On avait des montées en charge avec le nombre d'utilisateurs et les bases de données qui commençaient à être à la peine. Donc voilà, on a une solution technique initiale qui est d'éliminer les données. En fait, on les garde pour pouvoir faire des stats dessus, mais ailleurs. Et sinon, en fait, justement, l'objectif de la refonte, c'est de pouvoir commencer à sortir des blocs fonctionnels de ce back-end, si possible avec une techno plus, disons plus facile à mettre en œuvre, parce que notamment Magento, j'aime autant vous dire qu'on n'en trouve pas des masses, des gens qui développent en Magento. Non. Donc probablement sur du Laravel ou du Symfony.
de sortir des blocs entiers et de faire finalement une refonte progressive par opposition à un Big Bang comme on a pu faire sur la partie mobile. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à regarder. Et donc le lead dev de l'équipe a pour objectif dans les mois à venir de proposer une solution technique sur la refonte qui nous permettra voilà, de sortir un bloc, par exemple le matching, qui est très important pour nous. Le matching, c'est comment on trouve, comment on met en relation les conducteurs et les passagers. Et ça suppose, il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. Et du coup, il y a énormément d'accès bases. Et voilà, l'idée, c'est peut-être de mettre tout ça dans une base en mémoire plutôt que sur disque et finalement de traiter ça en dehors du système principal. Ce sera assez difficile de sortir du Magento parce qu'on a vraiment tout notre historique dessus, mais on va, notamment les nouvelles fonctionnalités, on va les développer en dehors et progressivement faire une architecture orientée service ou microservice pour pouvoir assumer une montée en charge avec les nouvelles villes et l'Espagne à venir. On s'attend à des très fortes croissances, donc ça va être ça notre challenge en fait. Et niveau infra, est-ce que vous avez une dernière question, Philippe, promis? Dernière question, Arthur, parce que le temps en tourne. C'est rapide. Après, Philippe, c'est moi. Dernière question, niveau infra, est-ce que vous avez un peu tout divisé par ville ou est-ce que vous avez tout qui est dans la même base de données, dans le même serveur? Est-ce que vous avez essayé de cloisonner un peu chaque ville? Alors, aujourd'hui, tout est au même endroit, c'est la même base pour tout le monde. Alors, en fait, il y a des séparations plus fonctionnelles. On est capable évidemment de distinguer où sont les utilisateurs. On avait envisagé à un moment donné de faire un serveur dédié pour l'Espagne, et puis on s'est dit que non, en fait, l'Espagne, en fait, c'est Madrid dans un premier temps. Madrid, c'est une ville, quoi, donc ça peut être traité comme les autres. Et effectivement, ça fait partie des choses possibles de commencer à faire une répartition en fonction des villes. Aujourd'hui, on ne sait pas dire si ce sera la bonne approche. C'est pas sûr du tout d'ailleurs, mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, on est sur cette approche où tout est finalement c'est un seul territoire avec des villes et voilà. On va réfléchir dans la refonte si effectivement on sort certaines villes, les plus grosses par exemple ou pas. Sachant qu'il faut savoir que quand on fait du covoit, aujourd'hui vous êtes à Paris, demain vous pouvez être à Lyon, donc il faut aussi pouvoir finalement changer assez facilement de lieu, que ça marche un peu partout. Donc voilà, il faut garder ça en tête pour nous, quoi. Ok, très bien. Merci. Allez, on va enchaîner vers la conclusion, histoire que ce podcast ne dure pas 2h30. Moi, j'ai trouvé passionnant, et tu le sais, Antoine, je pose toujours une seule question, qui est la dernière question du podcast, et qui fera office de conclusion. Est-ce que, avec toutes les années d'expérience et tous les projets informatiques que tu as pu voir, est-ce que tu as encore un rêve informatique ou quelque chose qui te fait encore rêver? Oui, bien sûr. Je dirais que moi, j'ai vu vraiment l'évolution sur les frameworks, sur la façon de travailler, en me replongeant dans le code avec ma startup et puis aujourd'hui dans mon rôle de CTO. Moi, le truc, j'ai réfléchi à la question et je trouve c'est pas évident, mais je me disais, aujourd'hui, il y a une espèce de révolution vers le no-code qui est en train de se faire, et notamment dans un des projets que j'ai accompagné pour le studio de start-up avec qui j'ai bossé il y a quelques temps. On était parti sur une solution no-code pour faire un site web, en l'occurrence. Finalement, je me dis, aujourd'hui, quand on développe des applications mobiles en particulier, on reste finalement, on doit réfléchir à l'architecture. Alors, on fait de la cleanarchy, ça, il y a plein d'impacts de ça. On fait beaucoup de tests, etc. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut. Mais moi, je rêve un peu d'un framework qu'on pourrait quelque part définir finalement son application mobile d'une façon assez simple, peut-être en code, mais en code de très haut niveau, et que quelque part tout derrière serait automatiquement en fait, qu'on aurait finalement toute la partie architecture et test et tout qui serait complètement automatisée. J'ai l'impression qu'on va un petit peu vers là progressivement. On n'y est pas, hein, clairement, mais il y a quelque chose comme ça qui se fait. Je trouve que ce serait intéressant
d'être capable de faire des trucs qui tiennent super bien la route, qui scalent de la mort et tout, à partir d'un espèce de code de haut niveau. Ça, moi, je trouve pas ça pas mal. Eh ben, ça sera un beau rêve, ça nous mettrait peut-être au chômage, Arthur. Ouais, Je crois pas. on va peut-être pas rêver pour la même chose, mais Non, je crois pas, parce que de toute façon, Non, il faut les gens pour développer le framework, hein, donc voilà, il suffit de se placer là. Et puis non, puis après en fait les métiers évoluent et il y a toujours évidemment une nécessité d'une compréhension à ces bas niveaux derrière et ça voilà, il faut des gens qui soient passionnés et qui puissent ouvrir la boîte aussi, quoi. Parfait. Je crois que ça va être le mot de la fin. Merci Antoine d'avoir pris le temps de discuter avec nous. C'était une discussion, moi j'ai trouvé hyper intéressante. J'ai appris beaucoup de choses avec toutes les années d'expérience que tu as et ton recul à avoir fait plein de sociétés. C'était hyper intéressant. En description, on se permettra dans la description de ce podcast de mettre le lien vers évidemment Citigo, vers si vous avez des offres d'emploi, s'il y a des gens qui sont intéressés par vous rejoindre, il ne faudra pas hésiter. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup à vous.